Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une autre table ronde, une autre table web bien sûr, du 10 juin 2020. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui rentre exactement dans la situation qui arrive partout à travers le monde, mais qui a touché beaucoup les États-Unis. J'ai Ketia Peters, qui est la directrice générale Nord-Sud du développement Racines et Culture Canada. Et elle était coprésidente du comité d'action policière et communautaire à Ottawa. Ça, c'était à Ottawa. Elle a pris une part importante dans la marche qui a eu lieu vendredi dernier, le 5 juin, concernant la violence policière. Allô, Ketia, merci beaucoup de participer à l'émission. Merci pour l'invitation, Annie. Bon, ça me fait plaisir. Ketia, vous avez pris une part importante. Vous avez aidé les jeunes à préparer la marche qui avait lieu le 5 juin à Ottawa. Oui, non, c'est vraiment une marche qui avait été développée puis qui avait été planifiée par des jeunes de 18 ans, 20 ans, de la communauté noire. Mais tout ce qu'on a fait, c'est que vu qu'ils n'avaient pas autant d'expérience, ils ont demandé à quelques personnes de la communauté de leur donner un peu de soutien, y compris Yvette, était une des personnes qui a vraiment été comme la porte-parole pour eux durant la marche. Fait qu'on les a juste donné un peu de soutien, mais vraiment, c'est vraiment les jeunes qui ont pris la relève, qui ont vraiment... c'était leur idée, c'était leur initiative, on était juste là pour leur donner un coup de main. Puis il y a eu beaucoup de monde, je pense, hein? Moi, je dirais, là, comme peut-être plus que 10 000 personnes, c'était vraiment un succès. C'était un succès qu'on ne s'attendait pas d'avoir parce qu'il y avait tellement de problématiques un petit peu là, derrière la scène qu'il fallait qu'on travaille dessus. Mais vraiment, on est vraiment éblouis, on est vraiment dépassés du succès que la marche était. Puis le premier ministre, Justin Trudeau, a participé aussi. Il est venu faire son tour, puis il a fait un geste très emblématique. Il a mis le genou par terre. Oui, on a vu ça. Moi, je l'ai vu après la marche là, à la télévision. Il n'était pas invité officiellement. Aucun des politiciens était invité officiellement. Le service de police n'était pas invité officiellement non plus. C'est vraiment une marche pour donner une plateforme à la communauté, pour que la communauté puisse non seulement s'exprimer, mais puisse aussi faire des demandes, puis aussi dialoguer par rapport à ce qu'ils pensent qui seraient les solutions pour aller de l'avant, pour pouvoir utiliser ce momentum-là pour justement faire des vraies actions concrètes à l'avenir. Puis on rappelle que cette marche-là, c'est pas la seule qu'il y a eu. Il y en a eu tout le week-end dernier à travers le monde. Ça, on rappelle que c'était pour dire tout haut la violence policière, surtout celle qui a été filmée, puis on a réalisé que oui, c'est vrai, ça existe, puis ça existe depuis longtemps. George Floyd aux États-Unis qui est mort quelques minutes après avoir été tenu par terre, le genou sur le cou, la gorge. Alors, il y a eu plein de marches à travers le monde. Maintenant, oui, il faut changer, selon vous, la dynamique policière, parce qu'il n'y a pas juste les Noirs, il y a aussi les Autochtones au Canada, aussi, mais... Absolument, ouais. Absolument. C'est une problématique qui a commencé depuis la création des services policiers centrales. Les premiers policiers ont été créés durant l'esclavage. Les premiers policiers étaient ce qu'on appelle des slave patrols. Okay. C'était des personnes volontaires. On donnait peut-être un peu d'argent juste pour faire ça que les esclaves ne s'enfuyaient pas. Ceux qui s'enfuyaient, on les ramenait sur le champ de plantation. C'est vraiment comme ça l'histoire du corps policier a commencé dans notre société. C'est vraiment ça l'histoire. Puis à partir de là, il y avait aussi le Jim Crow Law qui est arrivé, après que les esclaves ont été libérés. Mais là, il y avait une nouvelle loi qui a comme mass incarceration, comment tu dis ça? Incarcération. OK, qui a fait une incarcération grotesque de quasiment la plupart des Noirs de leur communauté à la prison. Puis aussi même des écoles, il y a le School de Prison Pipeline, il y a certains gestes posés discriminatoirement par nos institutions qui fait que la communauté noire est plus portée à être arrêtée plus souvent. Les charges sont toujours
beaucoup plus élevé et beaucoup plus long, beaucoup plus sévère que les autres populations. Fait qu'il y a toutes sortes différentes de lois et de régulations, de politiques qui fait qu'il y a une disproportion entre les outcomes, comment c'est les outcomes? Il y a une disproportion à travers les outcomes. Comment tu dirais les outcomes? Tu sais, ce qui donne... Les résultats. Les résultats. C'est qu'à cause de certaines lois, de certaines politiques, il y a une disproportion vis-à-vis les résultats de ce qui arrive aux personnes de race autochtone et de race noire comparé aux autres communautés. Alors, c'est vraiment un problème qui a toujours été là, qui était très sérieux, mais grâce à la technologie, maintenant, je pense que tout le monde peut voir que c'est un problème, que c'est pas juste quelques personnes qui en parlent. C'est un problème qui est vraiment vaste, qui est incréné dans notre société, puis c'est temps qu'on fait de quoi. Puis depuis tout ce temps-là, mais la mentalité, on dirait qu'elle est vraiment restée, hein? Elle est restée imprégnée. Le racisme est resté imprégné, là. Oui, parce qu'à ça, c'est rendu un peu plus subtil. C'est pas direct. Comme un policier, à ça, il ne va pas juste te regarder et dire « Hey, mon aigle, viens-t'en avec moi. » là. Ça, c'est plus acceptable. Depuis la démolition de l'esclavage, c'est plus acceptable. Mais ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir monsieur, je sais pas moi, Mohamed, qui est en train de fumer son petit bol, tu sais. Puis là, il y a aussi, je sais pas moi, Éric Lapointe, lui, avec, c'est un adolescent qui fume son buzz, lui, avec des jeunes. Ils passent tous par la même expérience de vie. Ils sont des jeunes qui sont en train de grandir puis d'expérimenter. Mais le petit Éric Lapointe, lui, il fume son buzz dans le sous-sol de sa mère chez eux, là, personne ne peut le voir, tu sais. Tandis que lui, Mohamed Moussa, lui, sa mère reste peut-être dans un quartier défavorisé au gouvernement, puis comme elle n'accepte pas ce genre de comportement-là, fait que lui, il n'y a pas un gros sous-sol où aller faire son expérimentation, il faut qu'il le fasse dehors, dans un coin de rue, dans des corridors, puis avec ses amis, ben là, le policier passe à côté, puis il voit, qu'est-ce que vous faites? OK, c'est illégal, oui, je vous arrête. Puis, quand on vous chante dans la cour, c'est 2 fois plus, la sentence est 2 fois plus que l'autre personne, Éric Lapointe. Fait que c'est des petites situations même qui donnent un écart entre les résultats de ce qui arrive à une personne noire comparé à ce qui arrive à une personne blanche, quand ils sont vraiment comme en train d'avoir des comportements qui sont similaires. Ouais. C'est plus systémique à ce temps, c'est plus subtil. C'est juste ça la différence. Puis on le voit aussi dans le milieu du travail, hein. On va employer ça. Les Noirs sont souvent sous-payés, puis ils ont un travail inférieur à ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont un diplôme égal par exemple, à celui d'un Blanc. Ben, on va le positionner dans une job qui demande moins de responsabilités, sous-payé, il y a plus de chômage. Et il y a bien des choses qu'il faut changer. Vers quoi on s'en va avec on va rester dans ce racisme, dans cette violence qui est gratuite. Vers quoi pensez-vous qu'on s'en va là actuellement? Parce que c'est le monde entier qui réagit. Oui, la différence qu'on voit maintenant, c'est que avant, c'était les Noirs qui faisaient des marches, qui protestaient, mais là, on voit que tous nos frères et sœurs de race blanche, tous nos frères et sœurs de race de Première Nation, tous nos frères et sœurs de race asiatique, tout le monde est avec nous présentement. Ils disent vraiment là, que c'est assez. Vraiment, c'est rendu à un point que c'est tellement rendu flagrant que le monde, là, si vous êtes capable de regarder la vidéo de George Floyd, OK? George Floyd, c'est un homme là, qui pesait, là... il était grand, hein? Il était grand, il pesait quasiment 200 livres, il était musclé, puis tout le kit. Hey, il aurait été capable de les prendre, là, puis de se défendre, lui, ce monsieur-là, là. Mais il l'a pas fait. Il a fait sûr de ne pas bouger, il a fait sûr de collaborer avec les policiers pour pas faire sa vie. Et malgré ça, à cause de ça, il a perdu sa vie. Il était à terre, il demandait de lui donner de l'espace pour respirer. Le policier n'a même pas bougé d'un centimètre. Il n'a même pas essayé. Puis même après que les ambulances sont arrivées, il n'a même pas essayé de lui donner le bouche à bouche. Il n'a pas essayé de voir s'il était en vie, s'il était correct, s'il était en sang. C'est comme, c'était pas un accident, c'était pas l'incompétence, c'est vraiment délibéré, c'était cruel, c'était criminel. Et tout ça pour un faux 20 $. Ben, c'est ça. On ne sait même pas s'il savait que le 20 $. On ne sait pas s'il savait, exactement. Peut-être qu'il ne savait même pas que c'était faux. C'est comme ça qu'on veut dire. Quand on dit que les résultats, OK,
d'un acte d'une personne noire pose, les résultats d'une personne blanche auraient été différents. C'est pour ça qu'on dit la discrimination du côté quand on fait des assumptions, quand on fait des généralités, puis on assure que parce que justement qu'il y avait un 20$ qui était faux, peut-être qu'ils ont assumé automatiquement qu'ils étaient responsables de ça. C'est ce qu'un blanc il aurait peut-être demandé, est-ce que tu savais que c'était un faux dollar que tu avais dans tes mains? Puis il aurait eu la chance de se défendre, de dire oh non, oui, tu sais, je veux dire. Fait que juste le fait que des fois on a des assumptions, comme tu dis assumption. Assumption. On a des. On assume que. On assume, juste le fait qu'on assume des fois qu'on a des préjugés d'avance, c'est dangereux. Parce qu'à cause de ces préjugés-là, on a des. C'est ça, des préjugés, oui. C'est à cause des préjugés qu'on a, on est biaisé dans nos décisions, puis on est biaisé dans nos actions. Absolument. C'est ça qui devient dangereux. Là, on ne peut pas mettre tous les policiers dans le même sac. Il y en a beaucoup, mais il y en a d'autres qui sont corrects. Pardon? Ben, j'en connais des bons policiers. Ben oui. Fait que, oui. Mais au Canada, je suis sûr que ce genre de situation survient. En tout cas, chez les Autochtones, ça c'est sûr. Chez les Noirs, est-ce que vous avez entendu des choses assez virulentes au Canada de la part d'un policier sur des Noirs? Mais comme je vous dis, c'est plus vraiment direct. Ou bien s'ils le font, ils vont le faire peut-être avec des jeunes dans le ghetto. Ouais, OK. Il y a aussi un côté social. Fait que la manière qu'un policier va arrêter un jeune dans le ghetto qui peut-être qui est involve, qui est un jeune dans le ghetto, qui est impliqué. Oui, impliqué. Oui, c'est ça. Qui est impliqué dans les actes criminels. Il ne faut pas que la même manière que ce policier, le même policier va agir avec un jeune noir qui est professionnel, qui travaille au gouvernement, par exemple. T'sais. Donc, moi, les histoires et les anecdotes que je vais entendre des jeunes de rue, parce que, tu sais, on travaille avec des jeunes de rue, ils vont me dire, regarde, que ça fait comme 2 ans, 3 ans là, que je ne suis même plus dans le game, que je ne fais plus, je ne vends plus d'or, j'ai changé ma vie. Mais pourtant, là, ils vont m'arrêter, puis ils vont essayer de voir si j'ai de quoi, et si je t'arrête, puis je commence à te crier, je vais te trouver la botte sur toi. Je leur dirais que ça fait 3 ans que je suis dedans, là, tu sais. Puis ils vont essayer de m'attacher avec des situations criminelles, tandis que j'essaie de changer ma vie. Ils n'ont pas l'air de vouloir me donner une chance. Ils n'ont pas l'air de vouloir me laisser sortir de ce genre de vie-là. On sait que pour eux, là, c'est un travail, ça leur donne quelque chose à faire. Puis c'est vraiment comme une situation qui crée des emplois pour non seulement des policiers, des juges, des avocats. C'est quand même une business. Il y a des jeunes, c'est comme ça qu'ils sentent. Ça, c'est une business. Ouais. Parce qu'on sait qu'au lieu de nous supporter dans notre chemin de pouvoir essayer de faire les bonnes décisions. On sait qu'ils veulent nous ramener, puis nous recriminaliser. Fait que les anecdotes que j'entends des jeunes dans la rue, c'est pas des anecdotes que moi je vais voir, que moi je vais entendre mes amis professionnels. C'est 2 choses différentes. Fait que il y a aussi le côté classe. OK? Le côté classe. Ouais. Fait que, la classe sociale. La classe sociale, oui, absolument. Fait que moi, personnellement, non. J'ai jamais entendu un policier qui va dire de quoi, qui était aussi discriminatoire, là, directement. Mais vous, en avez-vous déjà souffert? Non, moi, pas personnellement. Moi, gars, comme je te dis encore, c'est une question de classe. Je demeure dans le banlieue d'Ottawa. Les policiers que je vois, ce sont mes voisins. Fait que c'est sûr... je ne vais pas voir comme je suis dans un environnement qui est. Je suis la minorité dans mon quartier. Mais à l'école, quand vous étiez jeune? Absolument, oui. C'est ça. À Montréal, généralement. Oui, je l'ai vu à Montréal. Regarde, je pouvais être avec un ami gars noir, puis on se faisait arrêter, puis la police Mais c'était courant, on était habitués. Puis pour nous, là, c'était quasiment normal, c'est notre manière de vivre. Fait qu'on ne se questionnait pas. On questionnait pas que c'était juste nous que ça arrivait. Tu sais, j'avais pas remarqué que quand j'étais avec mes amis blancs, on se faisait pas arrêter. Ou bien, surtout avec les femmes. Tu sais, j'étais avec une amie femme blanche, on se fait jamais arrêter. Si j'étais avec un ami, mettons, noir, blanc, un homme, mettons, si c'est arrivé, c'est parce que pour de vrai, il y avait quoi? Il y avait au soit, on savait, là, on va conduire la chambre, puis on sait que notre highlight est brisé, là, on espère qu'on va se faire pogner. Fait que des fois, on se fait arrêter, puis on parle, OK, on se dit, on va le faire réparer. Parce que quand j'étais avec mes amis noirs, des fois,
On faisait l'arrêter jusqu'au demain. Où est-ce que vous allez, quel est votre nom, je peux avoir votre nom, donnez-nous votre carte de conduite. Puis tandis que on ne savait pas pourquoi, là, tu sais. Mais on ne prenait pas d'une manière insultante parce que c'était vraiment un fait de tous les jours. On pensait que c'est malheureusement un mode de vie que vous avez vécu. Et puis c'est ça qu'il faut changer parce que c'est beau, les policiers, c'est les premiers en ligne qui vont arrêter les gens. Mais aussi dans la population, il faut vraiment changer cette mentalité-là parce que comme vous parliez tout à l'heure, ça remonte de longtemps, le racisme, dans le temps des esclaves, oui. Ah, c'est resté dans nos mentalités, ben, pas dans la mienne, mais c'est resté dans la mentalité des gens d'exclure les personnes différentes. Pourquoi? Parce que les racistes ont peur. Ils veulent prendre le dessus sur l'autre. C'est un des problèmes. C'est un problème de pouvoir. Exactement. C'est un problème de ressources, un problème de pouvoir. Puis ce que je pense qu'on devrait essayer de comprendre, c'est que si on partage nos ressources, là, je pense qu'on bénéficie plus. Si on donne vraiment l'opportunité d'avoir toutes les voix, toutes les habiletés à la table, même dans le milieu de travail, on va avoir une organisation encore plus forte, une organisation encore plus créative, encore plus innovatrice aussi. C'est sûr que les stats qui montrent. Ça montre que si on a des idées qui ne sont pas générales, qui ne sont pas les mêmes, que les organisations, même notre pays va être plus créatif, plus innovatrice, et puis on va avancer d'une manière encore plus avantageuse pour tout le monde. Absolument. C'est vraiment ça la réalité, mais j'imagine en tant qu'humain, on est habitué de rester avec le status quo, avec ce qu'on est arrivé. Dans quoi on est habitué, là, la petite sécurité, il ne faut pas changer. Oui, on n'aime pas le changement. On s'attend toujours du pire du changement. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on a travaillé dessus. Puis je pense qu'on a tout ce problème-là. On a tout le problème de vouloir, premièrement, mettre les choses dans des catégories, OK? De mettre les personnes dans des boxes comme une manière de survie ou une manière de pouvoir faire des informations que de faire des décisions vite fait, pour exemple. Ouais. Je peux donner même des préjugés d'une manière positive aussi sont à questionner. Il faut qu'on se questionne. Je peux vous donner un exemple. Quand j'étais présidente du comité d'action de policiers communautaire d'Ottawa, j'essaie de déléguer certains travails à mes membres. Puis mon vice-président, il était asiatique, il venait de la Chine. Puis j'ai donné le travail de faire le budget. Automatique, là. J'étais comme, toi, tu fais ça, toi, so and so, je ne sais pas son nom, toi, so and so, toi, tu m'occupes du budget, hein. T'es sûrement bon avec ça, tu sais. Puis il me dit, ben, pourquoi tu penses que je suis bon à faire le budget? Je déteste les mathématiques. C'est à cause que je suis chinois. Puis pour de vrai, c'était vraiment ça. J'ai vraiment assumé qu'il aurait aimé faire le budget parce qu'il est chinois, parce qu'ils sont sûrement bons en mathématiques. Puis ils m'ont vraiment mis à ma place. Ils m'ont rappelé que non, au contraire, je déteste les mathématiques, tu sais. Puis je me suis excusée. Puis c'était vraiment une leçon pour moi là, que j'ai appris. C'est ça, c'est un préjugé, ouais. Fait qu'il faut vraiment qu'on se déprogramme, qu'on se rééduque, puis qu'on prend vraiment le temps d'apprendre à connaître les gens d'une manière individuelle. Pas juste de les généraliser, de les mettre dans une boîte, et de vraiment juste assumer certaines choses. Fait qu'on a tout du travail à faire. Puis moi, je travaille dans le domaine de vouloir améliorer les relations de race, de culturelles, puis j'en fais des erreurs moi-même. Fait que, imaginez-vous le reste de la population, tu sais, je veux dire. Fait que c'est un travail qui est vraiment taxable, c'est un travail très lourd. Et très long. Long aussi. Long à long terme, ouais. Oui, il faut pouvoir lire, il faut pouvoir comprendre pourquoi on est arrivé où on est aujourd'hui. Il faut pouvoir faire ça de se pousser d'être dans des environnements qu'on n'est pas confortable. D'aller dans des environnements où, je ne sais pas moi, les Premières Nations, ils ont souvent leur des célébrations qu'ils font entre les amis. Tu sais, aller pour voir eux autres comment ils célèbrent. Aller dans différents restaurants. Ouvrir son esprit. Absolument. C'est un travail à faire parce que c'est automatique pour nous de rester dans notre petite bulle, de rester avec notre gang de personnes qui pensent pareil comme nous, qui agissent pareil comme nous, qui écoutent la même musique que nous, qui écoutent les tirs, on a les mêmes intérêts. C'est naturel qu'on fait ça en tant qu'humain.
c'est à nous de prendre la responsabilité de vraiment de stretch nos expériences pour qu'on puisse apprendre à s'exposer à d'autres expériences pour pouvoir justement changer notre mentalité. Eh bien, Kétia, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. J'espère que... je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça me tenait vraiment à cœur de parler de cette situation-là. Puis peut-être qu'on va avoir encore l'occasion de se reparler. Merci beaucoup, Kétia. Non, merci à vous. Merci aux médias. Parce que, comme j'ai dit, là, c'est vraiment ça qui fait toute une différence. La communauté noire l'a toujours dit. Ça, c'est notre expérience. C'est comme ça qu'on sent. C'est comme ça qu'on vit. Puis c'était toujours des mythes. Il se fait comment, non, il se plaint encore, puis OK, pourquoi qu'ils essaient pas de move on, tu sais, comme ils disent en anglais, move on, l'esclavage, ça d'aller à l'avant. Fait que souvent, c'est ça qu'on entendait. Mais je sens que vous nous donnez une plateforme de pouvoir non seulement vraiment vous donner des anecdotes et des expériences, puis on a aussi des statistiques, des rapports, des études qui sont faites à ce temps pour pouvoir démontrer que c'est un problème beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Et que je te remercie à toi de prendre le temps aussi de vouloir nous donner l'opportunité de pouvoir partager nos expériences au monde entier. Ça fait vraiment plaisir, Kétia. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était une table ronde, table web intéressante avec Kétia Peters d'Ottawa. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.